Gangnam Style. Et bonjour à tous et bienvenue sur Pop et Compagnie. Vous êtes sur Radio S'enchaîne et nous sommes le mardi 19 janvier. Il est 18h, nous sommes en direct et je vais tout de suite vous parler de News en vrac. Voilà, donc news en vrac. Alors par quoi va-t-on commencer aujourd'hui ? Eh bien c'est au Japon. Cette gare reste ouverte pour une seule passagère. Un cas inédit tout à l'honneur de la SNCF locale. Pourquoi maintenir une gare en fonctionnement alors qu'une seule personne l'utilise encore ? Eh bien tout simplement parce que cette personne a besoin de prendre le train. Et que cette raison suffit. Ainsi pourrait se résumer l'étonnante histoire de la gare de Kamishirakati au Japon. Elle fermera seulement le jour où la seule et unique passagère qui l'utilisera aura obtenu son bac. Explication. La gare de Kamishirakati, alors attendez, on va dire correctement. La gare de Kamishirataki, attention, est située sur l'île d'Hokkaido. Donc c'est l'île qui est au nord du Japon, enfin qui est la partie nord, on va dire. Il n'y passe que 2 trains par jour, dont les horaires ont été adaptés à ceux de l'unique passagère, 7h le matin et 17h l'après-midi. Autant dire que l'endroit n'offre aucune rentabilité à la Japan Railways, équivalent de la SNCF au pays du soleil levant. Et en plus, ce n'est pas nouveau, ça fait même 3 ans que ça dure, mais les dirigeants de la compagnie ferroviaire ont été très clairs, la gare restera en fonctionnement tant que quelqu'un en aura besoin. Avec une telle décision, la Japan Railways reçoit les éloges d'une très grande partie de la population japonaise qui salue l'initiative. Un habitant d'Hokkaido. On ne laisse personne derrière, surtout quand il s'agit d'éducation. Je trouve ça génial que mon pays le rappelle de cette manière en permettant à une lycéenne d'étudier, quelle que soit sa situation. En principe, la lycéenne devrait obtenir son diplôme au mois de mars. Plus aucun train ne s'arrêtera alors à la gare de Kamishirataki, à moins qu'une autre étudiante n'emménage dans le coin d'ici là, qui sait. Une nouvelle sur positivevr.fr, donc positivevr.fr. On continue. En Espagne, 69 députés Podemos renoncent à leurs indemnités, du jamais vu dans la sphère politique contemporaine. Des députés qui décident d'eux-mêmes de faire une croix sur une partie de leur salaire, de leurs indemnités et de leurs privilèges, voilà un événement suffisamment rare pour être souligné ici. L'information ne nous vient pas de France, pas étonnant diront les mauvaises langues, mais d'Espagne. Là-bas, 69 parlementaires fraîchement élus ont tenu à montrer l'exemple, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ne l'ont pas fait à moitié. Ils renoncent à plus de 1 000 € chaque mois. Explication. Les dernières élections législatives espagnoles ont eu lieu le mois dernier. À cette occasion, le tout jeune parti Podemos, en espagnol Nous Pouvons, a fait une percée historique. Avec 69 députés, il a été propulsé 3e formation politique du pays. Aussitôt élus, ces nouveaux visages de la politique, inspirés par le mouvement des indignés, ont décidé de prendre des mesures dont on n'a pas vraiment l'habitude. Réunis au sein du congrès de leur parti, ils ont en effet décidé de se passer d'une grande partie des privilèges que l'État leur accordait de droit. Premier point. Les indemnités, aides au logement et frais de bouche. Alors que le règlement les autorise à toucher 1 823 € par mois, ils se contenteront de 850 €. Près de 1 000 € de moins. Deuxième point, frais de transport et internet. En principe, un député espagnol peut prétendre toucher 3 000 € rien que pour se déplacer en taxi et peut aussi réclamer le remboursement de ses frais d'internet. Mais les élus Podemos, eux, s'en passeront. Ils paieront eux-mêmes leurs tickets de bus et leurs factures internet. Troisième point, les privilèges accordés aux ex-parlementaires. En théorie, au terme de son mandat, un député a droit à une pension et à d'autres prestations économiques. Mais quand ces 69 élus auront perdu leur job de député, ils iront chercher un salaire ailleurs, comme tout le monde en fait. Quatrième point, le salaire. Ils se contenteront de 3 fois le salaire minimum espagnol, soit 1 944 €, contre environ 2 500 € au tarif normal. Vous voyez un peu l'argent que ça représente, 69 000 € par mois rien qu'en logement et frais de bouche. Refusée par ces élus, cette somme d'argent ne représentera pas une économie pour l'État. Il sera bien versé, mais intégralement consacré aux projets sociaux de Podemos. Par exemple, le projet Impulsa qui vient en aide aux entrepreneurs. L'idée est donc d'employer cet argent là où il sera le plus utile, mais pas seulement. L'initiative répond aussi à un état d'esprit. Voilà notamment comment l'a justifié Podemos dans un communiqué. Par ses efforts, ouvrez les guillemets, par ses efforts, Podemos veut construire des institutions proches des conditions de vie des citoyens et qui ne servent pas à la consolidation des privilèges conformément à notre engagement de transparence. Fin de la citation.
Certains verront dans ce geste une basse manœuvre politique. Faute d'une majorité claire, le Parlement espagnol pourrait rapidement être l'objet de nouvelles élections. Podemos serait donc prêt à tout pour séduire les électeurs. Cela dit, séduire son électorat en tenant ses engagements, n'est-ce pas plus sain que de le faire avec de fausses promesses? La question est posée. Ouvrez les guillemets, dans un monde politique miné par les affaires de corruption, ce parti marque à des points, il pourrait en inspirer d'autres de tous bords politiques et pourquoi pas de tout pays. Fin des guillemets. Rectificatif, contrairement à ce que nous annoncions dans la version originale de cet article, les députés Podemos ont bel et bien accepté l'iPhone et l'iPad distribués à tous les députés récemment élus. Ça c'est marrant parce que quand j'ai copié l'article, alors là c'est la fin de l'article, quand j'avais lu l'article à la base, originellement, j'avais vu qu'effectivement ils avaient refusé l'iPhone et l'iPad. Parce qu'ils ont le droit donc à un iPhone et un iPad de fonction. Et je viens de voir ce rectificatif parce que j'ai juste fait un copier-coller sans tout relire, hein, je l'ai fait quelques jours après. Bah voilà, il est là pour ça, ce rectificatif. D'ailleurs, c'est vrai que je n'ai plus vu la mention de l'iPhone et de l'iPad alors que je l'avais originellement lu. Donc, ils ont finalement accepté l'iPhone et l'iPad pour des raisons professionnelles. Bon, mais en attendant, je trouve que c'est un premier pas et c'est pas mal déjà. De nouveau, on voit ces jours-ci, ces dernières années, ces derniers temps, l'écart entre les plus riches et les plus pauvres se creuse. Il y a des jobs qui sont trop payés, d'autres pas assez. Alors, je suis pas un socialiste, hein, je me considère comme centriste, et voilà, donc faut pas croire que je suis extrême député engagé et tout. Mais sur ce point-là, je pense que oui, il y a des choses qui des fois ne sont pas justes, ne sont pas correctes. De nouveau, une nouvelle qui nous vient du site positivvr.fr. Voilà, et tout de suite, on va s'écouter la première musique. Alors, ce seront en fait deux musiques à la suite. Tempête de boulettes géantes, et j'en reparle un tout petit peu après. C'est parti, la musique. Voilà, oula, ça s'est quand même enchaîné assez rapidement. Donc c'était Tempête de boulettes géantes. Alors vous aviez à la fois le titre, c'était le premier Swallow Falls, donc chute de choses qu'on engloutit en fait. Hein, swallow étant le verbe avaler, engloutir, gober ou avaler à pleine gorge, d'après notre ami Google Translator. Et fall, la chute. Et c'était de Mark Mothersbaugh, Mothers, jusque-là ça va, et après Baugh, B-A-U-G-H, alors j'arrive jamais à prononcer ce genre de lettres en anglais, Baugh, un fou. Et l'autre c'était tout simplement la musique du menu du DVD, donc j'ai pas réussi à trouver cette chanson dans l'original soundtrack, mais il a fallu que je tape menu DVD sur Google. Tempête de boulettes géantes, Cloudy with a Chance of Meatballs en anglais, ou Il pleut des hamburgers au Québec, est un film d'animation américain réalisé par Phil Lord et Chris Miller, sorti en 2009. Ils ont notamment réalisé plus tard, il y a une année je crois, j'en avais parlé dans une précédente émission, le film d'animation La Grande Aventure Lego, que je vous conseille également au passage. Mais aujourd'hui, je vais vous parler donc un tout petit peu de ce film, vu que c'est toujours ce que j'aime regarder, les films d'animation et autres films au cinéma. Tempête de boulettes géantes. Synopsis. Flint Lockwood est un inventeur depuis son enfance. Il admire Chester V, un grand inventeur de barres nutritives, ainsi que le dirigeant de Life Corp, une puissante multinationale. Sa ville natale, Swallow, en château, située sur une petite île de l'océan Atlantique, était entièrement tournée vers la pêche de la sardine. Lorsque le monde se prit de dégoût pour cette dernière, la ville se retrouva condamnée à manger les énormes stocks de sardines restants. Flint essaye alors de trouver une solution pour permettre aux habitants de sa ville de regagner la possibilité de manger librement. Il invente donc une machine, le Flsmsr, qui transformerait l'eau en nourriture, telle que des cheeseburgers, des bonbons, de la pizza, etc. Mais cette invention révolutionnaire va s'avérer catastrophique à l'échelle mondiale. Voilà, je n'en dis pas plus. Oui, c'est la machine, je répète, c'est le Flsmsr, donc F-L-D-S-M-D... Non, F-L-D-S-M-D-F-R... qui signifie, je sais plus, mais dans le film c'est expliqué, et évidemment il joue un peu là-dessus. Bref, voilà, donc c'est un film que je vous conseille, que j'ai vu très récemment, et dont la musique, je la trouve sympa, donc si ça vous plaît, faites-vous plaisir, la musique de Mark Mothersbaugh. Ouais, voilà, il y a plein de trucs compliqués à prononcer, j'ai l'impression. Maintenant, on passe tout de suite à des choses très intéressantes. À Taïwan, une église en forme de chaussure à talons pour séduire les femmes.
Le soulier de Cendrillon semble avoir inspiré les Taïwanais pour le design improbable d'une église de la ville de Budai, au sud-ouest de l'île. L'idée y est attirer plus de fidèles de la gente féminine. Les Taïwanais sont-ils complètement sexistes, horriblement kitsch, ou bien les deux? En tout cas, l'imagination ne leur a pas manqué pour inventer la structure de leur nouveau lieu de culte. En tout, 320 morceaux de verre constituent cette église à talons de 17 mètres de haut et de 11 mètres de large, qui devrait être inaugurée le 8 février prochain avant le Nouvel An chinois. Selon le site chinois yuanq.com, traduit par le Daily Mail, l'édifice très fashion aurait été spécialement conçu pour attirer les femmes parmi les fidèles. Deng Rongfeng, le porte-parole de la région de Chiayi, explique même que l'église sera composée, lorsque son intérieur sera terminé, de 100 éléments typiquement féminins. Parmi ceux-ci, il y aura des chaises pour amoureux, des feuilles d'érable, des biscuits et des gâteaux, idéal pour des photographies romantiques de mariage, selon le Daily Mail. On en déduit donc que ce nouveau lieu a surtout été imaginé pour célébrer des mariages à l'esthétique très tarte à la crème plutôt que la messe du dimanche. C'est une information du site combini.com. La ville de Bombay met en place des zones interdites aux selfies. 2 garçons se prenant en photo au bord de la marina de Bombay. Ça c'était la légende de la photo que vous ne pouvez pas voir vu que vous êtes à la radio. Bref, la police de Bombay en Inde a demandé à la municipalité d'instaurer 19 zones de non-selfie après la noyade d'une femme tombée dans la mer alors qu'elle était en train de se prendre en photo. Des panneaux seront placés à proximité des zones à risque, rapporte mercredi Le Monde. Des sauveteurs pourraient être aussi déployés le long du littoral. Aucune amende ne devrait cependant être distribuée aux intrépides persistant à se rendre en photo dans ces espaces. Des zones interdisant les selfies avaient déjà été mises en place dans les pèlerinages religieux hindous afin d'éviter toute bousculade. D'autres pays ont pris des mesures pour éviter les morts par selfie. La Russie a notamment lancé une campagne de sensibilisation en 2015 après le décès de 2 jeunes qui posaient face à leur téléphone portable une grenade dégoupillée à la main. Voilà, ça respire l'intelligence, tout ça. C'est le site pourtant assez sérieux, tout à fait sérieux, rts.ch/info qui nous le donne. Comme quoi, vraiment, des fois, on trouve de ces trucs. Je crois que c'est même pas une croyance, mais une certitude. J'avais déjà parlé de ce phénomène des selfies précédemment dans d'autres émissions, et notamment justement le fait que la Russie avait fait une campagne pour empêcher, des recommandations de ne faites pas le selfie sur les rails, ne faites pas ci, des trucs relativement logiques, mais qui pour certains ne sont pas si logiques que ça. Je me rappelle notamment qu'il y a plus de morts par selfie que par attaque de requins. Donc ça fait quand même un peu réfléchir. Alors ça reste très marginal, on ne parle pas de centaines de morts, mais je crois qu'on en est à plusieurs dizaines à l'heure actuelle. En tout cas, on avait 12 au milieu... Ah ouais, ça dépend si on parle par année. Maintenant, on est en 2016, ici. On avait parlé, je crois, aux 3/4 de l'année 2015 ou quelque chose comme ça, d'une douzaine ou d'une quinzaine de morts par selfie, alors qu'il n'y en avait eu que 9 pour les requins. Bon, à ce stade-là, il n'y en a pas beaucoup et il peut arriver qu'une année ou une autre, ça dépasse l'un ou l'autre chiffre. Ça se bouscule, voilà, tout simplement. Voilà, que des choses très intéressantes. C'est la fin de cette rubrique très intéressante. C'était vraiment très intéressant. Merci. Et maintenant, on va s'écouter une petite musique original soundtrack, toujours, vu que c'est ce que j'aime bien diffuser pendant cette émission. Et c'est Volt qui passe. C'est parti. On va entendre ça pendant 1 ou 2 minutes. Allons-y. Voilà, donc c'était Volt, le morceau numéro 16, à la rescousse de Penny, et c'est une musique composée par John Powell. John Powell qui a également fait le soundtrack, comment on dit en France, original soundtrack, la bande originale, voilà, je retrouvais. La bande originale de Rio, notamment, un film que j'avais également vu et présenté, mais c'était dans le cadre de l'émission Aujourd'hui, à l'époque, quand elle s'était présentée par Saja. Quand cette émission existait, elle était présentée par Saja, j'y participais des fois et même la réalisais de temps en temps. Et voilà, donc un compositeur que j'aime bien et qui, une fois de plus, ne m'a pas déçu sur ce coup-là. On parle donc de Volt Star malgré lui, et ça, c'est tout de suite dans la Minute Perso. Time goes by so slowly. Time goes by so slowly. Volt Star malgré lui, ou Volt,
tout court, au Québec, parce qu'ils aiment bien toujours faire un petit peu différent. Bolt en anglais, américain et anglo-saxon et tout ce que vous voulez, est le 111e long métrage d'animation et le 48e classique d'animation des studios Disney, sorti le 21 novembre 2008 aux États-Unis et le 4 février 2009 en France. Bref, il y a quelques années. Synopsis. Penny et son chien Volt sont les personnages principaux d'une série canine à succès, Volt, où ils passent leur temps à échapper au plan du diabolique docteur Calico. Pour que cela soit le plus réaliste possible, les producteurs de l'émission ont trompé Volt toute sa vie en lui faisant croire que tout ce qui se passe dans la série est réel. Les distributeurs de la série trouvent le scénario trop prévisible, suivant un schéma classique où l'héroïne est en danger et puis sauvée in extremis par le chien héros. D'ailleurs, sur les groupes de discussion, toujours dans le film, la tranche d'âge 18-35 ans affirme ne pas aimer que cela se termine systématiquement bien. Les producteurs décident alors que dans l'épisode suivant, Penny se ferait enlever par le docteur Calico. Une fois le tournage de cet épisode terminé, l'agent de Penny ne la laisse pas aller voir Volt pour le calmer. Une fois le tournage de cet épisode terminé, l'agent de Penny ne la laisse pas aller voir Volt pour le calmer afin qu'il continue de croire qu'elle est entre les mains du docteur Calico. Ça va, vous suivez? Vous savez qui est le méchant? Alors qu'on a remis Volt dans sa loge, il entend par une fenêtre entrouverte la voix de Penny qui crie au secours. Il s'agit en fait d'un monteur qui repasse en boucle un extrait de l'épisode. Il s'enfuit par cette fenêtre et part à sa recherche dans le studio d'enregistrement. Il tombe dans une boîte de ils le disent dans le film. Là, ils disent styrmousse ou un truc comme ça, je n'avais jamais entendu. C'est polystyrène, polystyrène. Qu'un déménageur expédie directement à New York, donc de l'autre côté des studios de Hollywood. Volt cherche Penny complètement paniquée et rencontre une chatte de gouttière blasée nommée Mitaine et un de ses plus grands fans, un hamster nommé Rhino, coincé dans une balle transparente. Bon, après, il n'est pas totalement coincé non plus. Ensemble, les trois amis traversent les États-Unis de la côte est à la côte ouest pour retourner à Hollywood à la recherche de la pauvre Penny, mais Volt devra faire face à la dure réalité. Ses pouvoirs et sa force n'existent pas. Voilà, donc quand j'ai fait l'émission, là, le synopsis, je me suis dit, est-ce que je leur dis tout ça? Mais voilà, bon, ça casse pas non plus trop le truc, mais ça, de toute façon, on le voit très rapidement dans les premières minutes. Mais voilà, c'est un film que je vous conseille qui est très sympa, très frais. Moi, je l'ai bien aimé. Pourtant, il est sorti il y a quelques années, donc je redécouvre des trucs. C'est bien, j'ai encore des choses à découvrir, tout ça, ça fait plaisir. Et si vous n'avez pas encore vu ce film, allez-y, faites-vous plaisir. La réalisation a été confiée à Chris Williams et Byron Howard. Savoir que Williams a été scénariste sur Mulan, Cusco, l'Empereur Gallo, Lilo et Stitch et Frères des ours, et Howard a déjà été réalisateur ensuite de Réponse et Le mariage de Réponse, donc c'est pas non plus des inconnus. En même temps, vu qu'on parle de Disney en général, ce ne sont pas des brels qui sont dans le cadre de la réalisation. Voilà, c'était la Minute Perso. Ce qu'on m'a dit un petit peu, j'ai eu un peu quelques retours de l'équipe de la radio des fois, et ils disent qu'il faut quand même bien rappeler de temps en temps qu'est-ce que c'est que cette émission, de quoi on parle, etc. J'ai d'ailleurs eu l'occasion il y a quelques jours de faire une auto-interview, comment on appelle ça déjà, un auto-reportage, je n'ai plus le nom, mais un publi-reportage, je ne sais plus, de ma propre émission. J'ai dû m'interroger et me répondre parce qu'en fait, c'était dans le cadre d'un montage où tout le monde présentait son émission. Moi, je me suis permis de la faire en direct et tout, et j'arrive à faire l'enregistrement moi-même. Donc, je vais résumer un tout petit peu déjà de quoi parle cette émission. Il faudra que je pense à le faire au début la prochaine fois, mais en attendant, faisons-le déjà à la fin. Pop et compagnie, Pop & Co pour les intimes, c'est un concentré de pop culture avec un peu de tout, du geek, de l'inutile, de l'absurde, du sarcastique, de l'humour noir et un peu d'impro. Le tout saupoudré avec de la musique de film ou d'animé ou de jeux vidéo ou pas. Voilà. Les rubriques sont News en vrac, c'était vraiment très intéressant, et la Minute Perso. Et donc News en vrac où je parle de nouvelles un peu plus sérieuses, un peu plus positives. Généralement, c'est souvent assez positif, même si ça peut se reposer sur des bases un peu plus négatives. Et c'était vraiment très intéressant, là où c'est un peu plus subtil, dira-t-on, voire inintéressant, mais en général rigolo, décalé, comme je l'ai dit dans l'explicatif de l'émission. Et je termine par la Minute Perso, où j'aime bien parler souvent de films, films d'animation et tout. J'en parle également quand je diffuse mes musiques, et des fois je parle de toute autre chose, ça dépend. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu et que cette émission vous a plu aussi. N'hésitez pas à en parler autour de vous si ça vous plaît. Le principal étant que vous l'appréciez. Voilà. Donc nous sommes le mardi 19 janvier toujours. Il est 18h22. L'émission touche à sa fin. C'était Pop & Compagnie sur radio sans chaîne, radio-100-chaîne.com. On se retrouve soit dans une semaine selon l'humeur du chef, c'est-à-dire de moi.
Toujours les mardis à 18h en direct, si tout se passe bien, et peut-être vous y retrouverai-je, ou alors en écoutant en podcast sur YouTube ou sur le site de la radio, radio-100-chaîne.com. Ciao à tous et à la prochaine.